Donc voilà. Et donc c'est dans ce cadre de cette action qu'on fait dans l'accompagnement vers des nouveaux modèles économiques que l'on mène une action de développement de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération. Et sur ce parcours, en lien donc avec la Chambre régionale de l'ESS, et je vais laisser Ewen en parler un petit peu plus rapidement sur ce sujet pour la CRES. Voilà. Oui, bonjour à tous et tous. Donc, Ewen Lintanff pour la CRES Nouvelle-Aquitaine, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, association, loi 1901. On couvre la région sur les 3 sites qui d'ailleurs vont concerner le parcours qui va vous être présenté. Donc, Bordeaux, Limoges et Poitiers. Donc, j'en profite d'ailleurs pour saluer Élodie Lang, la co-directrice du site de Limoges, qui nous rejoint sur le webinaire. Donc, par rapport à la thématique économie de la fonctionnalité de la coopération, on a déjà des profils de promo qui seront mixtes, donc ESS hors ESS, hein, on le verra tout à l'heure. Et l'ESS a historiquement déjà des accointances avec le sujet, notamment sur les connexions avec la coopération. On est des acteurs qui privilégient ces pratiques, avec notamment la gouvernance coopérative, et puis des liens aussi avec les logiques qu'énonçait tout à l'heure Sébastien sur l'économie circulaire, les transitions ou transformations écologiques également. Donc on a un gros vivier d'acteurs qui a un champ de compétences diversifié sur ces sujets-là, mais qui a encore besoin, et c'est aussi l'objet de ce programme, d'aller plus loin et de se confronter, de challenger un petit peu ses compétences au regard de l'EFC. Bon, merci beaucoup, Ewen. Je vais pouvoir enchaîner tout de suite donc, sur une présentation assez rapide de l'EFC. Et ensuite, je laisserai Jean-Marc Bertolino se présenter au moment de la présentation du parcours. Voilà, comme ça, on fera des tirs groupés. Et alors, donc évidemment, l'idée c'est de réserver un temps d'échange à la fin du webinaire, mais n'hésitez pas, alors s'il y a vraiment une question brûlante, voilà, à nous interrompre, et sinon à poser évidemment vos questions dans le chat, et on les prendra aussi au fur et à mesure, si ça se révèle, voilà, être dans le timing. Mais bon, donc très rapidement, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte, ça fait partie des différents piliers de l'économie circulaire, telle que l'économie circulaire est définie depuis pas mal d'années maintenant, et notamment dans la définition que donne l'ADEME. Alors, avec des piliers qui sont assez connus voilà, comme la question du recyclage, de l'éco-conception, de la question du réemploi, de la réparation, mais aussi l'écologie industrielle et territoriale qui se développe aussi beaucoup sur le territoire français. Et on a aussi un pilier parfois un peu méconnu qui est celui de l'économie de la fonctionnalité. Alors, fonctionnalité auquel s'est rajouté le C de la coopération il y a quelques années. On y reviendra un petit peu plus tard. Et donc, là où les thématiques comme le recyclage ou l'éco-conception ou le réemploi étaient très liées à la réduction de l'impact à l'échelle d'un produit, l'économie de la fonctionnalité, elle pose plutôt la question de l'échelle du modèle économique et de comment ce produit-là ou ce service, puisqu'on peut aussi éco-concevoir des services, comment ce produit ou ce service s'intègre dans une logique plus vertueuse et sort des modèles assez classiques de logique de volume, de vente de produits qui conduisent à des limites environnementales et sociales assez importantes. Donc justement, en parlant de ça, toutes ces réflexions-là, elles laissent aussi voilà, une économie à l'heure de l'urgence climatique et d'une nécessité aussi de faire évoluer la question économique pour qu'elle puisse s'adapter à ces enjeux et surtout qu'elle puisse voilà, garantir une activité économique dans un monde soutenable. Et justement, cette activité économique qui se retrouve face à des limites de plus en plus fortes. Euh, euh, et donc, alors que ce soit à la CRES ou à ADI, on a cet enjeu de vouloir accompagner les entreprises et les organisations dans leur transition, puisqu'on considère que les acteurs économiques sont des acteurs clés pour mener à la transition écologique et sociale sur le territoire. Pour autant, voilà, comment répondre à ces fameux impacts et à ces limites, là où des réponses qui ont pu être adoptées depuis pas mal d'années montrent parfois leurs limites. Je pense notamment à la RSE qui a
fait émerger des questions très, très importantes, a permis de mettre en mouvement tout un tas d'acteurs, et de structurer aussi des réseaux et de réflexion aussi sur ce sujet-là, de manière, très, très féconde. Pour autant, voilà, on observe parfois les limites de la démarche, RSE, qui peut, voilà, qui déjà, a tendance à être, développée en parallèle du modèle économique, sans forcément remettre en question le modèle même de la structure et hem et voilà et donc on a aussi une réflexion aussi sur, bah, comment aussi la réponse à ces enjeux environnementaux peut aussi être une manière d'embarquer des enjeux sociaux, de transformer les méthodes de travail, les relations entre les personnes, en remettant aussi plus de coopération, moins de concurrence, des enjeux comme ça. Et donc, voilà, vu que ça pose la question du modèle économique même des structures, on en arrive à cette question-là que derrière c'est une question qui est vraiment très centrale dans ce qu'on porte dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est qu'il n'y a pas de transition écologique et sociale sans transition économique, sans transition des modèles économiques. Hem et donc, afin de garantir, comme vous le voyez sur le schéma, un espace, sûr et juste pour l'humanité, entre un plafond environnemental et un clocher social. Bon, ça, c'est des cont un contexte quand même, voilà, c'est des enjeux quand même très larges, mais si on se rapproche un petit peu et qu'on zoome un petit peu, sur, l'activité économique, réelle, sur les territoires, on se rend compte aussi que ce soit les entreprises ou les structures, de l'ESS, organisations, associations, coopératives, mais on se retrouve aussi, face à des limites très concrètes en tant qu'acteur économique aujourd'hui, que ce soit en tant que dirigeant ou dirigeante, sur le fait qu'on voit son modèle économique dépend d'une logique de volume et qui pousse à consommer toujours plus de ressources et à polluer davantage et on est pris, au quotidien dans ce modèle économique qui pose des problèmes et on ne sait pas forcément comment s'en sortir. Ou alors, on se rend compte que nos activités et services sont pas adaptés pour faire face à la crise écologique ou dans un co dans l'activité économique dans laquelle on est, dans ses relations avec ses fournisseurs, ses clients et cetera, on se rend compte qu'on est pris constamment dans une guerre des prix, qu'on n'arrive pas à maintenir ses marges, que la concurrence, elle est trop forte, qu'on est dans une logique de concurrence exacerbée, voilà, avec la nécessité de rogner sur ses marges tout le temps et qu'on voit le mur arriver de plus en plus. Ça peut être aussi des difficultés de recrutement qu'on voit, nous, arriver de plus en plus aussi, auprès des entreprises qu'on accompagne ou alors à l'échelle des individus, sur, comment arriver à valoriser tout ce qu'on fait. Là où aussi pas mal d'entreprises, sont dans une logique de vendre des produits, mais cette logique-là, ne reflète pas au niveau économique et au niveau des factures à la fin du mois, l'entièreté de la valeur qu'elle crée, du travail et du service que les membres de l'entreprise peuvent rendre. Et donc ça, c'est une forme de valeur cachée, oubliée, voire même détruite qui, en plus d'être une valeur à côté de laquelle on passe, peut mener aussi à des questions de souffrance au travail, de perte de sens, et cetera, ou alors de voir son métier se résumer à gérer, constamment des urgences. Donc ça, voilà, ça fait partie des limites, mais il n'y a pas que celles-là, bien sûr, mais c'est des limites très concrètes auxquelles on essaye vraiment de répondre directement par l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Alors justement, pour arriver à cette EFC, donc on propose de répondre à cette limite et au modèle économique, disons classique, par l'innovation servicielle, et la coopération. Donc je vais vous prendre un exemple de que une entreprise, réelle, hein, qui a été, accompagnée dans une trajectoire de EFC, qui est une entreprise qui fabrique des emballages isothermes, principalement à destination des laboratoires pharmaceutiques ou des grands transporteurs alimentaires. Donc avec un modèle assez classique d'une logique dite de volume, c'est-à-dire je conçois, je fabrique et je vends des produits et mon chiffre d'affaires, mon activité grossit si je vends plus de produits. Et donc cette logique-là, de vendre toujours plus de biens ou de services, génère des impacts négatifs importants, qu'ils soient environnementaux ou sociaux, de pression sur, voilà, sur la productivité des personnes, et cetera et cetera. Et donc, Heu, cette entreprise-là, à travers son accompagnement à l'EFC, elle a été r elle est allée directement réinterroger le périmètre de la valeur qu'elle crée. C'est-à-dire: «Mais aujourd'hui, moi, à quoi je sers? En quoi mon entreprise est utile? Quelle est la valeur que je crée? Est-ce que la valeur que je crée, c'est uniquement une valeur financière issue de la vente de mes emballages? Ou est-ce que c'est pas peut-être plus que ça?»
ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une performance de l'usage des emballages que je vends? Et où là, typiquement, il y avait en fait une valeur assez importante de maintien des produits, à travers un maintien de la chaîne du froid, sauvegarde des produits, et cetera, et cetera. Et où là, on se rend compte qu'en fait, il y a toute une qualité de service qui est là, avec en plus, ces collaborateurs qui ne font pas que vendre des produits, ils prodiguent des conseils à droite à gauche, ils font de la maintenance, ils font, voilà, de la formation, des choses comme ça, des choses qui passent parfois, voilà, sous silence parce que c'est dans le feu de l'action et que ça ne se repère pas dans le modèle économique global. Et donc ça, on invite dans l'EFC à réinterroger et à mettre le produit vraiment au service du service, là où on a eu tendance, dans une période de tertiarisation depuis, 30-40 ans, à plutôt l'inverse, de comment on peut mettre le service au service du produit. Et ça invite du coup à repérer les effets utiles, ce qu'on appelle nous les effets utiles et les externalités. C'est concrètement en quoi mon offre, bah, est utile pour mon client. Ça, c'est les effets utiles et aussi les externalités, en quoi mon offre, mine de rien, ce que je produis, et voilà, ce que je propose, au monde, d'une certaine manière, comment ça rejaillit aussi sur d'autres acteurs. Où là, typiquement, dans le cadre des emballages, isothermes, certes, mon client, il est content parce que, bah, voilà, il perd pas de produit, ça lui permet de maintenir, voilà, ses stocks et de pas avoir de pertes pendant son transport. Mais en même temps, bah, derrière les externalités, bah, on a une garantie d'avoir, des vaccins, livrés, sans perte de produits. On peut avoir de la conservation de médicaments pendant longtemps. Il y a de la lutte aussi contre l'insécurité alimentaire. Tout plein d'enjeux, d'externalités qui sont positives et qui, bah, voilà, si on s'en contient au modèle économique classique, n'est pas valorisé, quoi. Et donc, bah, ça pour s'en rendre compte, il faut sortir, des logiques uniquement des logiques de concurrence et aller vers beaucoup plus de coopération puisque, bah, ce travail-là, ça a impliqué pour cette entreprise de beaucoup plus travailler, coopérer avec ses clients pour comprendre l'usage des emballages, voilà, qu'est-ce qu'ils en faisaient, et cetera, et cetera. Se rendre compte que les emballages, bah, l'entreprise, enfin ses clients n'en prenaient pas forcément soin, que, malgré le fait que les emballages soient très performants, ils savaient pas forcément les utiliser et puis il y avait des pratiques tout au long de la chaîne qui étaient, disons, problématiques, comme, voilà des personnes qui laissaient les camions réfrigérés, ouverts, pendant 3 heures le temps de décharger et où là on se rend compte que le produit a beau être performant, au maximum, heu, bah, ça permet pas de résoudre à lui seul la question du maintien de la chaîne du froid. Et donc ça nécessite de rentrer dans les logiques de coopération pour, à la fois, d'abord co-construire son offre avec son client pour comprendre son usage, mais aussi avec ses partenaires pour proposer aussi, une proposition de valeur qui soit encore plus pertinente, pour le client. Et donc ça invite aussi à ancrer son entreprise sur un territoire, un écosystème où typiquement, l'entreprise s'est rendue compte aussi que, voilà, elle pouvait développer des logiques d'analyse de données dans les camions pour, prévenir aussi, les pertes, chez ses clients, mais que ça, c'était de la compétence qu'elle avait pas en interne et qu'elle a trouvé une entreprise, pas très loin, qui était capable aussi de proposer cette solution en plus, de manière intégrée dans une solution globale de maintien de la chaîne du froid de du client et plus du tout de la simple vente d'emballage et de boîtes. Hem et donc c'est vraiment voilà, ce qu'on essaie de faire dans l'EFC et on précise bien que alors d'abord l'EFC que c'est pas un modèle, comme ça, qu'on applique de manière miraculeuse et surtout systématique à une entreprise, à une structure et cetera. On s'inscrit vraiment dans une trajectoire à partir de l'EFC qui est un référentiel d'outils, de méthodes, d'une nouvelle manière en fait de voir l'économie. Hem Bah, comment petit à petit, à partir des limites qu'on identifie dans son modèle, et aussi de la valeur réelle qu'on crée à travers l'identification, j'en parlais plus tôt, des effets utiles, des externalités, bah, comment on peut recentrer sa proposition de valeur sur, bah, le besoin réel du client et aussi, comment notre activité, a des effets bénéfiques pour le territoire, pour des bénéficiaires, et cetera, et cetera. Et ça, on ne peut pas le faire sans rentrer dans les logiques, intenses de coopération avec ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires et désiloter, sortir parfois aussi des logiques de filière
et se dire que l'enjeu que je porte, c'est pas que au niveau de ma filière qui peut être porté, et que par exemple la question de la mobilité, elle ne peut pas être portée que uniquement de manière silotée dans une logique de filière automobile, par exemple. Et donc, voilà, ces logiques de coopération, à la fois horizontale, verticale, à développer au fur et à mesure pour avoir, une offre, qui à la fois reflète vraiment la valeur qu'on crée et soit, voilà, en lien, direct avec le territoire et avec des logiques de soutenabilité et qui soient respectueuses des limites planétaires également. Voilà, donc pour illustrer ça, 2 exemples. Le premier, c'est celui que je vous ai raconté au fur et à mesure au fil de ma présentation. C'est Isovation, qui à la base donc était fabricant d'emballage et progressivement, en fait, a transformé son métier pour devenir expert du maintien de la chaîne du froid et propose maintenant une offre de enfin une solution, globale de maintien de la chaîne du froid à ses clients, qui passe certes par, des emballages, toujours, mais aussi et surtout, du conseil, de la formation, de l'analyse de données et arrive aussi aujourd'hui avec certains clients à proposer un contrat de performance, de voilà, je vous garantis qu'on va, maintenir le taux de perte à, tant ou, réduire de tant, votre taux de perte. Et moi, je me rémunère sur, les économies que vous faites, grâce à ce taux de perte qui a été, maintenu, relativement bas. Et en fait, on a cette entreprise qui arrive à décorréler son modèle économique d'une logique de volume de vente. C'est-à-dire, elle a plus besoin de vendre un maximum de produits pour, voilà, maintenir son développement. Et donc là, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire dans l'EFC, c'est vraiment cette sortie de logique de volume pour d'abord et avant tout répondre aux besoins réels des clients, heu, voilà, par, la performance d'usage. Hem, un autre exemple aussi, c'est l'association, AIMA Autonomie, qui, elle, le point de départ, c'était de comment on peut répondre aux aberrations du système public de fourniture, d'aide technique aux personnes en perte d'autonomie. Qui, était, donc, et qui est toujours, fondée sur 2 principes. Alors quand je parle d'aide technique, on parle vraiment des aides médicalisées, à l'autonomie, de, ça va du lit médicalisé à la chaise de douche, et cetera et où, en fait, pour aujourd'hui s'équiper de ce type d'aide technique, mmh, vu qu'il y a au niveau de la sécurité sociale un souci de zéro reste à charge pour l'utilisateur, alors enfin voilà, c'est magnifique. Le problème, c'est que, ce zéro reste à charge est associé à la nécessité d'acquérir des biens. C'est-à-dire que pour être équipé en aide technique, il faut aujourd'hui acheter cette aide technique pour ensuite pouvoir être remboursé et pour pouvoir être remboursé, il faut acheter cette aide technique parmi une liste d'aides techniques qui sont définies comme, pouvant être remboursées par la sécu. Et donc, le problème, c'est que, vu qu'il y a ce souci de zéro reste à charge, cela a naturellement comprimé et réduit énormément la liste des produits pouvant être remboursés. Donc il y a très, très peu de produits disponibles par rapport à la diversité de produits qui peuvent exister sur le marché et en plus, la plupart de ces produits sont, des produits, ultra standardisés, peu de mauvaise qualité, fabriqués en Chine, non éco-conçus, et qui sont en plus pas adaptés aux usages. Et donc, ce système-là a généré, et comme l'a prouvé une étude, il y a quelques années, que, globalement 50 des aides techniques, à l'autonomie, qui sont, remboursées par la sécurité sociale aujourd'hui en France, ne sont pas utilisées par les personnes, soit parce qu'elles ne sont pas adaptées aux besoins, soit parce que les personnes n'ont pas été formées à leur utilisation. Donc en fait, on a sur le papier, voilà, tant d'aides techniques, fournies chaque année. Pour autant, derrière, la question d'usage, l'usage réel de cette technique, il est que 50 des personnes n'utilisent pas de ces aides techniques-là et donc on se rend bien compte que ce système-là, qui est basé sur cette nécessité de l'achat de produits, génère des externalités négatives avec, voilà, ce plafond de remboursement trop bas, des produits pas adaptés, des externalités environnementales avec une quantité d'aides techniques produites et qui finissent par pourrir dans des placards, un peu partout, et en plus, le besoin de l'usager qui n'est pas satisfait. Et donc la proposition d'AIMA Autonomie, ça a été de proposer au département des Pyrénées-Atlantiques, qu'il leur confie une partie de leur budget, sur leur politique de solidarité, et de dire: «Voilà, confiez-nous une partie de ce budget-là et dans un an, on voit combien de personnes on a réussi à prendre en charge». Et donc leur proposition de valeur, c'est, d'arriver avec,
d'avoir une intervention à domicile du seul professionnel de santé capable, enfin habilité à reconnaître, à identifier le bon usage et la bonne aide technique pour la personne, qui est l'ergothérapeute. Donc une intervention de l'ergothérapeute chez la personne, qui conduit tout de suite à un équipement tout de suite immédiat de la personne avec l'aide technique, adaptée, sans passer par potentiellement des délais, liés à des lourdeurs administratives, et cetera, et cetera. Et à la fin de l'usage, soit parce que la personne n'en a plus besoin, soit enfin, et qu'elle a besoin enfin, qu'elle n'a plus du tout besoin, soit parce qu'elle a besoin de quelque chose d'autre, mais on revient avec un ergothérapeute qui récupère, l'aide technique et lui en fournit éventuellement une nouvelle. Puis l'aide technique est récupérée, réparée, réhygiénisée, et remise dans le circuit pour, plusieurs cycles. Puisque, il y a aussi cette réalité-là que j'avais pas évoquée, c'est que, une aide technique, à l'autonomie, n'est utilisée que, en moyenne, 8 à 12 mois par personne. Ce qui rend encore plus aberrant la question de la nécessité de la propriété de la l'aide technique, par une personne. Et donc voilà, donc là, c'était vraiment pour vous illustrer que l'EFC peut prendre vraiment des formes très diverses. Encore une fois, parce que c'est pas un modèle, applicable, voilà et duplicable, mais d'abord et avant tout, une nouvelle manière de voir les choses, en partant de la question de la valeur, de l'usage, à travers des logiques de coopération, arriver à avoir une proposition de valeur qui est à la fois, bah, qui reflète l'entièreté de la valeur créée, par l'entreprise, et qui en plus est pertinente à la fois pour, les individus, les clients, mais, les bénéficiaires, le territoire, et cetera, et cetera. Et donc en plus, dans le cas d'Aima Autonomie comme d'Isovation, des gains écologiques, assez importants, dans le cas d'Aima Autonomie qui ont été mesurés par une étude, qui a été, rédigée par l'APESA, en 2023. Donc voilà, donc c'était un topo, voilà, j'ai essayé de faire rapide, une vingtaine de minutes, sur le l'EFC et donc c'est vraiment toutes ces questions-là qu'on essaie de mettre, au travail dans le cadre du parcours. Donc parcours qui, fait partie de l'ensemble des actions qu'on essaie de déployer nous, enfin qu'on déploie nous, à ADI Nouvelle-Aquitaine, pour essayer d'acculturer, un maximum d'acteurs, en Nouvelle-Aquitaine à ce sujet de l'EFC. Donc, c'est dans ce cadre-là, qu'on anime, régulièrement des temps de sensibilisation, des parcours d'accompagnement de 12 mois, mais aussi un petit parcours de découverte, d'une durée de 4 jours et c'est ce dont, Jean-Marc, va vous parler maintenant. Ok, j'ai la parole. Oui, Alors, ma caméra se fige. Alors, vous m'entendez? bon, oui, effectivement, tu es figé, mais on t'entend très bien, ouais. Ouais, ouais. D'accord. Et si tu fais défiler ton écran, est-ce que ça se rafraîchit sur le mien? Si tu passes à la slide suivante, par exemple, est-ce que ça apparaît chez moi? Tu as Là, changé j'ai de... changé là, ouais. Ah, bon, ça n'apparaît pas à mon écran, mais c'est pas grave. J'ai un double des slides. Je Ouais, vais... si tu veux, tu doubles et tu me dis quand on Oui, oui, passe. oui, oui. Ouais. Sinon, je peux me déconnecter, me reconnecter, mais au bout d'un quart d'heure, le truc nous coupe. C'est un peu dommage. C'est la nouvelle version de Teams. Donc, il est comme l'ancien, mais il marche moins bien. Voilà. Donc, très rapidement, pour me présenter, Jean-Marc Bertolino, donc moi, j'accompagne un EFC. Donc, j'accompagne de manière générale des organisations, c'est-à-dire à la fois des entreprises, TPE, PME, des associations, mais j'accompagne aussi des territoires. Donc, on a des bassins de vie, des bassins économiques qui cherchent, ou des collectivités qui cherchent à changer de modèle économique. Voilà. Et il y a aussi une nouvelle tendance, puisque l'EFC, quand même, essaie de se répandre de manière large. On attaque aussi là, un nouveau projet sur l'accompagnement des très grands groupes et des entreprises cotées au CAC 40, qui s'emparent également de ce référentiel-là. Voilà. Alors, Sébastien l'a dit très brièvement en termes de teasing. Effectivement, dans les 7 piliers de l'économie circulaire de l'ADEME, on vous parle d'économie de la fonctionnalité. Et ici, on vous parle davantage encore d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Alors, il y a une articulation entre les deux. Effectivement, l'économie de la fonctionnalité, elle va s'intéresser plus à l'usage qu'à l'objet. Mais on reste encore dans la chaîne de produits sur le produit ou le service. Euh,
l'ESC est un métamodèle qui est un peu au-dessus de tout ça, qui va s'intéresser à la globalité. La manière la plus simple d'illustrer ça, et l'actualité nous convoque au quotidien, c'est de voir le problème qu'on a avec les agriculteurs aujourd'hui, où ils sont sur un modèle où ils n'arrivent pas à en vivre, où il y a des souffrances au travail, où il y a des divorces, pas des divorces, pardon, des suicides. Et il y a vraiment un problème sur cet enjeu de centralité au travail. Et c'est là que l'ergonomie de l'activité rentre en jeu. Et c'est là la dimension supplémentaire qui apparaît dans l'EFC et qui n'est pas dans l'économie, la fonctionnalité pure. En fait, dès qu'on a un système qui, quelque part, ne fonctionne pas ou n'est pas viable sur le long terme, c'est qu'on a un problème de modèle économique. Alors, je travaille aussi beaucoup en lien sur le vivant et les lois du vivant appliquées à l'entreprise. Et on est exactement dans ce cas-là. Et vous pouvez ici me poser la question de savoir, là on part sur un dispositif, on veut mêler à la fois des acteurs de l'ESS et des acteurs du monde marchand, du service, du produit et de l'entreprise. Et ça peut poser question, ce mix-là, mais en fait, on est sur des services écosystémiques qui ne sont pas toujours visibles. Aujourd'hui, dans le modèle économique, on a un modèle marchand avec une lecture, une vision comptable des choses qui est une vision partielle. Et en fait, c'est pour ça qu'apparaissent des indicateurs de valorisation extra-financière et des données extra-comptables pour révéler un petit peu tout l'immatériel qui peut exister dans les organisations. On a le même problème au niveau du vivant. Le travail fait par les abeilles pour la pollinisation est évalué à environ 153 milliards de dollars par an, ce qui, en termes de PIB, le place devant un pays comme le Koweït, qui est un producteur pétrolier. Vous voyez, si ces abeilles ne faisaient pas ce job-là, qui est un job gratuit aujourd'hui, il faudrait le faire en remplaçant par une solution plus polluante, moins vertueuse, et qui créerait pas mal d'externalités. Et j'aime bien ce parallèle-là parce qu'elle permet de comprendre que dans un monde marchand, il y a un aspect d'échange monétaire où certains acteurs et certaines activités ne sont pas forcément visibles parce qu'on est plus sur du bénévolat, on est plus sur de la subvention. Et pourtant, si ces acteurs n'étaient pas là, le système ne fonctionnerait pas. Donc, il y a des services écosystémiques rendus énormément dans l'ESS notamment, qui servent l'ensemble de la société. Et donc ça, c'est un point important. Donc, j'arrête sur cette introduction, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le lien. Et c'est bien de se rappeler que si on a un système, un modèle économique défaillant, on a quelque chose qui est déséquilibré, qui ne fonctionne pas. Et toute l'idée de l'EFC, c'est de ramener sur une trajectoire un peu vertueuse et de redistribution et de répartition de la valeur. Alors, je suis sur la slide 2 avec le parcours, avec les différents chevrons. On a conçu un parcours court pour faire une sorte d'initiation et de découverte de l'EFC. Il y a donc 2 journées de SAS qui sont regroupées. Et c'est un parcours sur lequel on met 6 entités et 6 organisations avec des personnes venant d'organisations différentes. Dans ce temps-là, il y a des temps collectifs communs qui sont sur le SAS en entrée, sur 2 jours groupés, avec l'idée de passer une nuit sur place pour pouvoir avoir un temps informel d'appropriation et de connaissance les uns les autres, puisque c'est un travail collectif. Et on retrouvera en REX, en fin de parcours, un retour d'expérience avec l'ensemble des personnes sur un temps collectif. Et au milieu, il y a un diag, qui est le 3e chevron ici, qui est un temps individuel passé dans chacune des organisations pour regarder plus précisément dans le réel, dans la réalité du travail de l'organisation, quels sont les enjeux, les limites, l'impasse, qu'est-ce qui se joue, et sur quel point on peut un petit peu mettre l'accent pour voir comment appliquer ces dimensions de FC. Et entre-temps, entre le SAS et le diag, et entre le diag et le REX, on va mettre des temps individuels en distanciel de suivi pour être sûr qu'il y a une appropriation par vous de ces concepts. Donc, je ferai un suivi individuel parce que sinon, on repart dans ses habitudes, on repart dans ses priorités, on repart la tête dans le guidon et on perd un petit peu le bénéfice de ce décalage, de cette mise en limite que l'on fait ici. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir ce suivi, cette espèce de coaching continu pour caler un petit peu l'appropriation et une fois qu'on a identifié un des registres sur lequel vous voulez vraiment travailler, de vous accompagner là-dessus et de vous suivre et de voir un petit peu les questionnements que vous avez, les impasses, les entraves pour vous aider à dépasser tout ça. Donc, dans la slide suivante, on a le SAS d'entrée, le SAS, le jour 1, où on a l'amorçage de la coopération.
et on va regarder un petit peu tous les aspects des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, qui sont transversaux, hein, qui s'appliquent à toutes les filières. Hein. Nous vivons sur la même planète et toutes les filières sont impactées à peu près de la même manière en termes de ressources, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient humaines, en termes de difficultés sur la compréhension de l'offre, de la valeur et du prix que l'on met en face. Et on va regarder un petit peu les limites et impasses dans votre propre secteur d'activité et comprendre un petit peu ce que c'est un modèle économique, parce que tout le monde a une vision un peu méta, et souvent on confond le modèle d'affaires et le modèle économique. Et c'est bien de comprendre tout le chaînage qui se fait pour pouvoir aller poser le regard sur chacune des dimensions à ce niveau-là. Et on vous fera une introduction de l'EFC sur cette première journée. La slide suivante, c'est le SAS 2, et on poursuit en regardant les autres briques du référentiel sur le système d'acteurs, les impacts, les ressources immatérielles. Et on commencera à travailler un petit peu pour définir un petit peu la raison d'être de votre organisation. Si elle n'est pas définie, et si elle est définie, on va la challenger un petit peu. Et on va regarder un petit peu, voir apparaître des nouvelles dimensions d'offres qui apparaissent à travers ces lunettes que l'on pose sur notre nez pour regarder un petit peu notre organisation et notre manière de la conduire un petit peu différemment. C'est l'image que je prends quand vous regardez une galaxie dans le visible, l'ultraviolet et l'infrarouge. Vous avez une image qui est différente à chaque fois. Hein, parce qu'on met des filtres différents et donc on voit apparaître des nouveaux éléments qu'on ne verrait pas dans les autres filtres. Ici, c'est la même chose et c'est de pouvoir poser le regard sur quelles sont les ressources que l'on a, qu'on n'exploite pas, qu'on ne valorise pas, quels sont les impacts qu'on subit. Est-ce que ce n'est pas là une magnifique contrainte d'en faire des opportunités de création de valeurs nouvelles? Et voilà, petit à petit, on va empiler des nouvelles dimensions de valeur sur votre offre existante. Et c'est dans ce sens-là que l'on va commencer à faire l'ébauche d'une trajectoire vers l'EFC. Le diagnostic, c'est le jour 3. Donc là, on revient sur un temps individuel. Alors, on est sur un parcours court. Habituellement, sur un parcours long, ça se passe sur 12-18 mois. On travaille sur chacune des briques avec des temps collectifs et des temps individuels. Là effectivement, sur 4 jours, l'idée, c'est une initiation. Et ensemble avec vous, vous allez décider une des dimensions qui vous intéresse et avec lesquelles vous avez le plus d'acquaintance, que ce soit les impacts ou les ressources immatérielles, et on va la travailler plus précisément dans le réel, sur le terrain, au sein de votre organisation. Et c'est là qu'on va passer ensemble une journée de diagnostic pour regarder un petit peu et voir révéler tout un tas de dimensions. Le 4e jour, c'est le REX, donc ça, c'est la restitution. Il est à souhaiter que dans un groupe de 6, chacun s'empare d'une brique différente, et dans ce temps de retour d'expérience, on vient rejoindre toutes ces différentes briques pour que vous compreniez à travers votre propre expérience et aussi les témoignages en retour miroir des autres sur leurs propres briques, que vous voyez un petit peu se dessiner cette trajectoire EFC à travers toutes ces dimensions qui sont parcourues. Voilà, je suis sur la fin de ma slide et je propose maintenant de laisser peut-être un temps à Myriam qui a participé, alors non pas il y a quelques années, comme tu dis Sébastien, mais c'est encore tout frais, ça date de 2023. Oui, tu as raison. Voilà. Et je laisse le temps à Myriam de nous partager son témoignage, son ressenti. Oui, bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Oui, effectivement, il n'y a que quelques mois, c'était même dernier trimestre, donc 2023, où moi, je me posais beaucoup de questions sur non pas mon avenir, mais sur comment. Voilà, déjà, je vous précise que je suis dans le métier de la communication. J'accompagne les entreprises sur leur communication interne et externe, donc en prestation extérieure, donc conseil et agence de communication. Donc, je me posais beaucoup de questions sur comment avancer différemment, comment avancer surtout mieux sur différents plans. Et c'est là où il y a beaucoup d'échos dans ce qui vient d'être présenté, soit par Sébastien ou par Jean-Marc. Parce que voilà, j'avais vraiment des questionnements et je voulais vraiment évoluer parce que j'avais atteint, moi, des limites après un certain nombre d'années d'expérience, de fréquentation des entreprises, de prestations, de prestations auprès d'entreprises totalement différentes, auprès de filières, auprès de territoires aussi de tailles différentes, avec des caractéristiques différentes, mais je me rendais compte que finalement, je rencontrais un peu les mêmes problématiques dans mon métier, un petit peu partout, quelles que soient les entreprises.
qui sont que finalement, il y a du mal dans notre métier à faire passer, en tout cas à valoriser à sa juste place, je dirais, l'aspect accompagnement, l'aspect conseil, l'aspect stratégie de communication, pour justement prendre conscience que cette communication, ça peut être aussi un levier de performance aujourd'hui pour les entreprises, et de plus en plus, je dirais, pas simplement aujourd'hui, mais de plus en plus pour les entreprises, face à un contexte justement complètement incertain, face à des enjeux d'entreprise qui sont aujourd'hui quand même très, très, très complexes. Donc, mon envie, mon intérêt pour moi, mais aussi pour mes clients et pour ce que j'apporte en termes de communication, parce que j'avais vraiment des questionnements sur le sens de ce que je faisais, mais non pas qu'en soi, ça n'avait pas de sens, mais peut-être que c'est là où intervient l'EFC, peut-être que j'avais une façon aussi de parler, de présenter, de valoriser mon activité qui ne pouvait pas faire écho au niveau de l'entreprise sur des choses beaucoup plus intéressantes. Ce qui revient à dire, et ça on vous en a bien parlé sur l'EFC, c'est comment on valorise ce qu'on fait, comment on se met à la place, je dirais, du client, de ses intérêts, de ce qu'il peut attendre, en quoi notre intervention, et là on parle vraiment d'utilité, effectivement, c'est questionnant, mais finalement, quand on se dit, mais en quoi je suis utile, c'est un peu la base, et de ça découle énormément de choses. On vous a parlé de raison d'être, mais c'est vrai qu'ensuite, après le temps de SAS, j'ai beaucoup travaillé sur ma mission, sur ma raison d'être, parce que je suis persuadée, et ça, je peux le décliner au sein de mes actions de communication auprès des entreprises, de travailler d'abord sur son utilité, sur sa raison d'être, sur sa vision, sur sa mission, pour employer des mots qui se recoupent, hein, mais nous permet, nous, en termes de communication, de pouvoir ensuite décliner justement tout le discours, tous les écrits de l'entreprise, tous ses positionnements, parce qu'on sera dans des axes vraiment stratégiques. Donc, voilà, rentrer dans ce parcours-là, donc déjà sur les 2 jours et ensuite en accompagnement avec Jean-Marc, m'a permis vraiment de travailler sur des fondamentaux de mon activité pour pouvoir y redonner du sens, pour pouvoir m'inscrire dans la transformation aujourd'hui, enfin inscrire ma prestation dans la transformation des entreprises et surtout sur des directions qui sont beaucoup plus soutenables et vertueuses pour l'environnement au sens large du terme. Et ça a d'autant plus de sens dans nos métiers de la communication que de toute façon, on est dans des métiers qui sont aussi en transformation. Vous avez tous entendu parler de la charge, du poids du numérique, par exemple, dans l'émission de CO2. On a déjà concrètement des choses à faire quand on fait un site internet. Là, on va parler plus d'éco-conception. Donc, on accompagne toute cette réflexion sur comment consommer moins et comment rentrer dans quelque chose de plus vertueux. Est-ce qu'on a besoin de créer sans arrêt des documents, qui soient papier ou qui soient numériques? Est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à travailler beaucoup plus en profondeur son récit, hein? On parle pas mal de récits aussi aujourd'hui dans les écrits et dans les contenus de communication, pour justement, derrière, fabriquer des supports de communication qui soient plus vertueux, parce que simplement, donc peut-être qu'on en fait moins, on parle moins, mais on parle mieux. Donc c'est tout ça, c'est tout cet accompagnement aujourd'hui que moi j'ai appris en tout cas que je mets en place dans mes offres, pour vraiment prendre en compte d'abord l'intérêt de mon client et l'intérêt de ce que je peux lui apporter, et de lui faire comprendre que ce que je peux lui apporter peut être largement bénéficiaire pour lui dans son environnement au sens large du terme, que ce soit ses partenaires, que ce soit ses clients. Et pour rebondir un peu sur aussi l'aspect coopération qu'il y a dans l'EFC, c'est vrai que ça ouvre des voies, des pistes, et sur voilà, comment mettre en place des relations qui vont être beaucoup plus intéressantes pour soi, pour ses clients, pour les clients de nos clients, pour son environnement, et qui nous fait rentrer dans une autre vraiment façon de travailler qui est, à mon sens, aujourd'hui en tout cas, beaucoup plus intéressante et beaucoup plus vertueuse. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait ce que je pouvais vous dire, mais j'espère avoir été assez claire. Merci beaucoup, voilà. Myriam. Peut-être que Manon, il y avait une question de Manon, je crois. Oui, excusez-moi, en fait, j'ai pris un appel à un moment donné, donc j'ai peut-être loupé l'info, désolée. Mais juste sur l'acronyme SAS, moi je ne sais pas ce que c'est. REX, je vois bien, retour d'expérience, DIAG pour le diagnostic. Ça, c'est quoi? Ça veut dire c'est des cours? Qu'est-ce que c'est juste
un SAS, enfin le mot SAS, il n'y a pas d'acronyme derrière. Ah, d'accord, ok. Non, mais c'est qu'en fait, c'est dans la manière dont est construit le parcours. L'idée, c'est que les 2 premiers jours, en fait, donc on a bien, alors ça va m'aider cette slide-là. On a bien 2 jours en collectif consécutif, c'est-à-dire voilà, l'un puis l'autre. Et en fait, ces 2 jours-là constituent un SAS d'introduction en fait du Ah, parcours, d'accord, qui ok. sont vraiment un SAS où, grosso modo, l'idée c'est qu'à la fin de ce SAS, à la fin de ces 48 heures-là, bah, vous avez quand même une bien meilleure vision de ce que c'est que le FC et par rapport à différentes limites du modèle économique classique dont on a évoqué, Et, quoi. et du Donc coup, voilà. ça veut dire que c'est des 2 jours collectifs où on reçoit de l'information type cours magistraux, où il y a aussi déjà du travail Alors, d'application. rien n'est construit comme un cours vraiment purement magistral, mais c'est vrai que c'est 2 jours dans lesquels il y a beaucoup d'informations qui sont communiquées, là où le jour de diagnostic individuel et le jour de restitution collective sont beaucoup plus Donc du plus travail de appliqué. votre part. Mais Ouais. pour autant, les 2 jours en collectif comporteront aussi tout un tas de travail en groupe, de travaux en groupe, pardon, et de travaux sur vous-même, en fait, puisque c'est un transfert de connaissances et de la découverte aussi, voilà, de ce référentiel-là de l'EFC, mais en partant de votre réel là à vous, de votre activité quotidienne. Et donc, c'est pour ça que, voilà. Donc, c'est beaucoup plus il y a beaucoup de connaissances, d'apport de connaissances, oui, mais avec beaucoup de travaux pratiques, même durant ce SAS de 2 jours. D'accord, ok, merci. Mais peut-être même que Myriam en parlera beaucoup mieux que moi. Mais voilà. Non, c'est très interactif parce que, comme le disait Jean-Marc, on est maximum 6. Donc, c'est très interactif, que ce soit avec nos intervenants, que ce soit avec Oui. nos pairs, nos compères qui sont là et qui sont en pleine formation aussi. Non, c'est vraiment, je ne sais pas la répartition, mais c'est vraiment très interactif et très intéressant de ce point de vue-là. Donc, donc voilà, du coup, la transition était parfaite, Manon. Je vais pouvoir dérouler très rapidement les, les infos pratiques. Donc voilà, ça c'est sur vraiment le format du parcours. Et donc, justement, l'idée, c'était, nous, cette année, de vous proposer 3 parcours différents à Poitiers, à Limoges et à Bordeaux. Voilà, pour qu'on puisse toucher aussi un maximum d'acteurs à travers le territoire régional, qui est, mine de rien, assez vaste, et avec dans chaque parcours 6 participants ou participantes, enfin 6 organisations participantes, que ce soit des entreprises, où là, pour côté entreprise, on a préférentiel pour les entreprises industrielles ou de services à l'industrie, mais voilà, on prendra évidemment toutes les candidatures. Et aussi les structures de l'ESS dans une logique voilà, de mélanger ces types de profils. Ça a toujours été notre recette pour les parcours précédents et les participants apprécient beaucoup ce partage et ce mélange aussi. Donc voilà, vous avez face à vous les différentes dates. Je vous enverrai bien évidemment le support du webinaire en sortie pour Ouais. le garder. Et voilà. Et donc, Alors, Sébastien, Oui. juste un point. Alors, une alerte là sur le SAS de Poitiers, là, le 14-15 mars. J'ai alerté Aline. On a peut-être un télescopage avec un projet ADEME. Et donc, on est en train de voir, elle risque de bouger, mais c'est juste celle-là. D'accord. Ok. De voir un petit peu, ça date de ce matin. Ok, J'ai échangé avec d'accord. elle. Et on va voir un petit peu avec les 6 participants, un peu comment on peut arriver à se recaler. Mais pour Ok. le reste, c'est bon. Bon, d'accord. Bon, dans tous les cas, oui, on vous tiendra au courant. N'hésitez pas à revenir vers nous à ce sujet. Donc voilà, en résumé en tout cas, donc, ce parcours, donc, comme je le rappelais, est organisé par ADI et la CRES et avec le soutien de la région et de l'ADEME. Il se tiendra donc 3 parcours Bordeaux, Poitiers, Limoges, et avec une information que je n'avais pas donnée pour l'instant, avec un reste à charge par structure de 500 € qui correspond à la journée de diagnostic individuel de Jean-Marc chez vous dans votre structure pour travailler avec vous sur cette fameuse EFC. Voilà. Donc maintenant, il nous reste une dizaine de minutes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà.
Laetitia, peut-être. Oui. Oui, j'ai une question par rapport au nombre de participants. Est-ce qu'on peut envisager d'avoir 2 personnes présentes pour la même structure ou on limite vraiment au nombre de participants, 1 participant par structure? Alors, on est sur 6 structures participantes, mais l'année dernière, on a eu un binôme d'une entreprise, donc c'est OK, possible. Alors, simplement, l'idée, c'est que, en fait, si on dit oui à tout le monde, on se retrouve avec 12 bien sûr. personnes, voilà. Mais en tout cas, oui, au cas par cas, c'est tout à fait OK, étudiable. Et bon. Donc oui, OK, oui, c'est arrivé et ça peut tout à fait arriver, bien sûr. OK. Merci. Et merci Lucie, merci. Oui, Manon? Moi, j'ai une petite question. J'ai compris que vous essayez de faire un mix, enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas, sur la typologie d'entreprise avec Oui, comme c'est écrit, la ESS, entreprise Indus, même si on oui, peut être ESS et Indus, mais bon, bref. oui, c'est Euh, vrai. je me demandais qu'est-ce qu'il en est de la, comment dire, de la taille et de la maturité des entreprises, parce qu'en fait, c'est un peu le témoignage qu'on vient d'entendre, c'est de se dire, bah, moi j'ai un modèle, j'ai une activité qui est déjà en place et j'ai envie de revoir un peu ce modèle-là pour retrouver du sens ou pour différentes raisons. Et nous, chez Purnat, c'est un petit peu différent dans le sens où on démarre et on Oui. prend la question dès le démarrage. Voilà, je voulais juste savoir si, il y avait un mix aussi là-dessus ou si vous faisiez un arbitrage sur les typologies d'entreprises de ce point de vue-là. Bah, effectivement, quand on en avait parlé, Manon, enfin, moi, ce que j'avais expliqué, c'était que le parcours d'accompagnement qu'on organise aussi de 12 mois correspondait pas forcément à un profil de start-up. Là, en l'occurrence, bon, en plus, Purnat commence à avoir quelques années, il me semble, dans mon souvenir. Et où là, pour le coup, ce parcours Quatre. peut tout à fait être éligible à ce type de structure. Oui, ok. Alors, voilà, peut-être que Jean-Marc pourra compléter, mais voilà, puisque Oui. c'est des réflexions sur certes de l'existant, mais voilà, dans le cas de Mhm. Purnat, je sais qu'il y a déjà de l'existant, non, il y a pas de problème à ce niveau-là. Effectivement. Non, pour compléter, effectivement, soit des organisations, des structures en activité, soit des structures en réflexion, puisque l'idée va être de se re-questionner sur la valeur et essayer d'aller vers un modèle où on va pouvoir concilier performance économique, sociale et environnementale. Et, euh, et donc tout l'enjeu là-dessus, dans le travail qui va être fait, ça va être justement de progresser vers un modèle économique qui redéfinit ce qui est de la valeur et la manière de la produire. Donc en gros, un projet, une entreprise en démarrage ou une entreprise en régime de croisière, ça va. La seule type de profil qu'il est difficile d'accueillir, c'est les gens qui sont dans l'urgence, la structure à 2 mois du redressement judiciaire. Là, c'est pas tellement le moment de se poser ces questions-là, quoi. Voilà. Et merci. Donc oui, non, Manon, moi, de toute façon, on en avait parlé cet été, et voilà, si ce parcours t'intéresse, on acceptera avec grand plaisir la candidature de Purnat. Euh, Laetitia, vous aviez gardé votre main levée, mais je ne sais pas si vous aviez encore une question. Non, Ok, c'est d'accord. bon. Et donc, Enfin, je crois que... non, j'ai juste, enfin, c'est pas une question, mais une remarque, c'est qu'effectivement, moi, l'inquiétude que j'avais un petit peu, c'était par rapport à l'activité. Ben, nous, on est aussi dans la communication avec des spécificités. Donc, du coup, Myriam m'a rassurée, parce que c'est vrai que j'avais un peu de mal à me dire, tiens, comment on va faire voilà, quand on est que dans du service, etc., etc. Donc, je suis vraiment Mm. curieuse, justement, de voir ce Mhm. que ça peut donner dans nos Voilà. activités. Et alors, c'est un peu le cheminement de Myriam où elle est typiquement dans une offre où c'est perçu comme du produit, hein, le support de com. Et l'idée, c'est Exactement. l'amène sur des dimensions stratégiques, que ce soit perçu comme du service, hein, Exactement. la dimension stratégique du support de communication. Ou ça peut être même les deux, c'est-à-dire une solution intégrée de produits plus services, qui permet de faire un travail dans la continuité
et de ne pas dire juste pour l'entreprise, la com c'est un coût, ok, j'ai mis de l'argent, je suis rassuré parce que j'ai mis de l'argent, sans trop voir ce que ça produit. Et l'idée, c'est vraiment de s'interroger sur mes intentions, ma raison d'être, les effets induits, voilà, qui soient souhaités ou non souhaités, les effets immédiats, les effets médias. C'est un petit peu faire tout ce travail de réflexion-là et de voir apparaître tout un tas de dimensions, souvent immatérielles, du travail qui est fait là et de la réflexion qui est faite en amont. Voilà. Donc, on peut être dans du service et encore travailler sur ce qu'on appelle une dynamique de performance servicielle, c'est-à-dire mettre encore plus de services, plus de pertinence dans l'offre, hein, c'est-à-dire ponctionner moins dans les ressources matérielles, en utilisant moins d'énergie et en accroissant la qualité et la performance et la pertinence du service que l'on rend, hein. Et on peut être dans le service et encore améliorer son service. Ouais. Et Ouais, en parvenir à livrer à son juste prix. Voilà. ce qui est un des gros problèmes de nos métiers actuels. Enfin, C'est ça. une réalité. Ouais. Et oui, bien sûr, puisque on est bien d'accord que le budget com, c'est le premier que l'on coupe quand on est en situation de crise ou de disette, hein. C'est un réflexe ancestral. Et toute l'idée dans ce travail que l'on fait avec les gens, et ça fera partie du travail sur les 2 jours de SAS, on va questionner la valeur, mais on ne va pas questionner la valeur sur sa dimension monétaire, hein, parce que quand on vient me parler de prix, mais de quoi on parle? Donc avant de parler de prix, on parle d'une offre, c'est-à-dire voilà tout ce que j'offre, voilà toute mon intention, et en face, vous avez un bénéficiaire qui, lui, va définir tout ce dont il veut. Et le travail que vous allez faire avec vous, et que vous faites déjà, c'est qu'effectivement, vous êtes vous avez un mandat, une sollicitation sur des besoins explicites, mais vous faites aussi un travail de maïeutique et d'accouchement sur des besoins implicites. Donc à la fois, vous avez tout ce que vous pouvez offrir vous avez tout ce qui peut en attendre et tout ce qui rêve d'en attendre. Et l'idée, c'est de ne pas, comme dans l'image du sablier, de se limiter à une discussion sur un prix, qui ne veut rien dire. Et à partir du moment où toutes ces dimensions de valeur, vous-même sur votre offre et votre bénéficiaire sur la perception de votre offre, ça c'est entendu, le prix, c'est plus un sujet. Et il faut amener effectivement les gens à changer de logiciel. C'est pour ça qu'on appelle ça un SaaS, parce qu'il y a une forme de déformation. On sort de 250 ans de pratiques néolibérales dans une approche compétitive, où finalement, souvent, c'est le mieux-disant qui l'emporte. Ouais, très intéressant. Fabienne, vous aviez peut-être une question également? Oui, c'était pour savoir quel était le profil cible dans l'entreprise. Alors, j'imagine que ça doit dépendre en fonction de la taille de l'entreprise, mais quel est l'interlocuteur qui est recherché? Alors, je réponds peut-être? Oui, bien sûr, vas-y. Et tu complètes? On a l'habitude de dire qu'une organisation n'ira jamais au-delà de là où est capable d'aller son dirigeant, son leader, son manager. Voilà. Donc, il est important, si on est dans une structure où on embarque un aficionados parce qu'il est très branché EFC, mais qu'en haut, le CODIR, le COMEX ou le dirigeant ne suit pas, il va être vite frustré et bloqué. Donc, il est quand même important d'embarquer. Alors là, certes, on est sur un parcours découverte. Donc, c'est moins critique, hein, que sur un parcours long. Et donc peut-être là, on peut mettre un peu plus de nuances, Sébastien. Mais dans un parcours habituellement long, il faut que le dirigeant soit partie prenante. Parce que sinon, on met en place des choses sur la raison d'être, sur la dimension de valeur. C'est des réflexions hautement stratégiques, hein, qui engagent l'organisation sur le long terme, hein. Donc là, il faut qu'aux commandes, ça suive, hein. Oui, bah, c'est ce que j'allais préciser, c'est que sur ce parcours-là, on peut effectivement accepter d'autres profils, ou typiquement l'année dernière, on a eu un RAF qui a participé aussi, le RAF de l'entreprise, et où là, en l'occurrence, on a eu une première parmi les inscriptions les candidatures qu'on a reçues, ce serait pour faire participer une entreprise où, en l'occurrence, le dirigeant n'est pas disponible à une des dates, donc le responsable développement commercial participera à sa place, mais le dirigeant sera impliqué notamment lors du diagnostic individuel. Donc voilà, c'est aussi à arbitrer avec vous, mais c'est Mais alors, quand on de parle, préférence le dirigeant. vous avez mentionné en début de webinaire le fait que des grands groupes rentraient dans la Pas ici. méthodologie. Là, on s'adresse à qui? Enfin, j'imagine bien que c'est pas le CEO du grand groupe qui va être avec vous. Non, oui. Mais là, on prend un copil. La stratégie est différente. Il faut avoir un référent et il faut même en avoir 2 ou 3
qui porte en interne un copil, et on est vraiment dans une approche d'ingénierie de projet. C'est-à-dire qu'il faut embarquer dedans, en fonction de l'organisation, toute une cascade et une structuration pour gérer ça comme un projet en interne. Le gros défi des grands groupes, c'est d'arriver à imprégner en interne l'ensemble de l'organisation. C'est beaucoup plus facile dans les petites structures. Et pardon, je monopolise la parole une dernière fois. Et typiquement, donc dans les grands groupes, ce copil, il est constitué de quel type de collaborateurs? Il faut affecter, ça dépend des groupes, ça dépend des structures, ça dépend de la culture. Mais il faut affecter, il faut désigner quelqu'un dessus qui va être le responsable projet et qui va faire un peu le lien entre nous et le CODIR ou le COMEX en interne. Hein, et on sera amené à rencontrer ces gens-là. Voyez, c'est comme si vous faites dans une structure une migration sous SAP. Eh ben, vous mettez un gestionnaire de projet là-dessus qui va coordonner avec l'ensemble des organes impactés par ce changement de système d'information. Vous voyez? Oui, mais du coup, j'imagine, alors je me trompe peut-être, qu'on a quand même systématiquement un responsable ou un directeur RSE dans la boucle, quand même, à minima. Oui. Ou pas nécessairement. Oui ou pas, mais regardez le cas de Sébastien, il a eu un RAF. Donc c'est bien d'aborder ces gens et de l'amener par la dimension purement économique et financière. C'est ça qui vient dans le FC, c'est qu'il y a plusieurs portes ou fenêtres d'entrée. Hein. Et là, vous êtes sur un parcours, donc on peut déjà sensibiliser. Vous savez, dans les organisations, il faut trouver la personne qui est bien en appétence et qui a la bonne obédience pour entendre, pour accueillir, pour assimiler ce qu'on lui dit et pour pouvoir l'encoder à l'intérieur de l'organisation. Hein, Ouais. donc, il n'y a pas de règle universelle. Hein. Mais très vite, à partir du moment où il décide d'embarquer son organisation et qu'on a une forme de mandat un peu plus officiel, effectivement, là, les fonctions de direction sont davantage impliquées. Merci. Alors, pourquoi ces questions? Vous êtes combien dans votre organisation? Alors moi, je suis à la région. D'accord. Mais je suis responsable d'une filière prioritaire je m'occupe du développement des filières prioritaires de la région. Je sais que les entreprises sont extrêmement sollicitées par de multiples propositions de programmes d'aide au financement, etc., etc. En fonction de la taille des entreprises, les messages arrivent à atteindre leur cible ou pas. Pour ma part, on est quand même en contact avec des entreprises qui ont énormément d'impératifs, je dirais presque de survie en ce moment, hein, entre les coûts des matières premières, les coûts énergétiques, les gros coups de bâton réglementaires, etc. Donc, je m'interrogeais vraiment sur la meilleure façon d'arriver à sensibiliser des industriels de ce secteur-là sur ces pratiques-là. Voilà, donc c'était une sorte de retour d'expérience de votre part, voilà, que je demandais pour voir si dans nos futures animations, il fallait qu'on essaye de viser plutôt un certain public que d'autres. Voilà. Alors, vous voyez, l'EFC, on va transformer un modèle économique. Vous voyez l'ampleur et l'ambition du truc. Hein. Ouais. Donc là, on est sur une intention stratégique. Et donc, l'intention stratégique, on regarde, et c'est pour ça qu'on accompagne les structures, quelle que soit la taille, on accompagne sur leur raison d'être. Donc, comment dirais-je, on s'autorise à rêver. Donc, on est un peu hors sol. Il faut s'autoriser à rêver, il faut arriver à accrocher son étoile polaire. Hein. Et donc, quand on fait ça, il faut savoir dépasser les contraintes. Parce que si on est dans le c'est pas possible avec qui on est et ce qu'on a aujourd'hui, et si on s'interdit des choses, c'est qu'on est rapidement tendance à ramener le problème à la contrainte. Oui. Voilà. Donc, il faut arriver à dépasser ça. Ça, c'est le point important. Et alors après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on trouve une réponse à une question, mais elle ne règle pas la question. Elle pose un problème d'enjeu. Alors, ça paraît très facile et filou de répondre comme ça, mais c'est vraiment ça. Une entreprise qui va s'engager dans une autre démarche plus vertueuse,
c'est parce qu'elle va décider d'adresser des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux. Des entreprises qui parfois vont décider de renoncer à des pans entiers de leur activité qui sont pourtant profitables, mais qui ne répondent plus à leur raison d'être propre ou leurs valeurs portées par la RSE. Donc, vous voyez, on est vraiment sur de l'intention stratégique très haute. Et donc, il y a quand même une question de... C'est un peu intemporel. Vous voyez, on va dépasser ça. Et donc, accompagner le dirigeant, on va regarder un petit peu un changement de sa posture intellectuelle, un dispositif de révélation et de prise de conscience du dirigeant, et de voir que sa posture mentale a bougé. Et donc, ayant dit cela, ça va dépendre de la culture du patron. Est-ce qu'il est dans une entreprise participative ou est-ce qu'il est plutôt descendant directif? Ça va dépendre de la culture de l'entreprise. Il y a des entreprises qui sont conduites par la R&D, d'autres par la créativité. Vous voyez, c'est assez difficile de répondre comme ça de manière... En fait, dans la région Nouvelle-Aquitaine, il y a beaucoup d'entreprises industrielles. Oui. Mais encore une fois, ça dépend de la structure de l'entreprise, de la culture. Ouais, ok. On part de l'existant, on part de là où ils en sont, on part du déjà là. Et on regarde un petit peu les limites et impasses qu'ils ont. Et on regarde où est-ce que c'est un problème pour eux. Vous savez, j'ai fait beaucoup d'accompagnement en création d'entreprise et je dis que créer une entreprise, c'est une thérapie. Il y en a, ils sont quiches en commercial et de suite, c'est un problème. Alors que pour d'autres, c'est une évidence. Il y en a d'autres, par contre, ils ne sont pas du tout bons dans l'organisation. Donc vraiment, on va s'adapter au profil de la personne, de l'organisation, de la structure et de la culture.